y a des gens qui croient, de bonne foi pour certains, que le centre est à droite. Moi, j'ai toujours cru que le centre était au centre. Et j'ai toujours cru que pour le bien de la France, il fallait que le centre s'affirme central. Le centre est au centre. Ça ressemble un peu à une lapalissade, mais en fait pas tant que ça, vu les tensions qui tiraillent les centres. Et oui, ils sont plusieurs à l'approche de la présidentielle. Jean-Louis Borloo ayant jeté l'éponge. Où en est François Bayrou? Peut-il rassembler? Est-il en train d'achever sa traversée du désert? Et que penser du discours de Jean-Louis Borloo et de ses orphelins? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, François, Jean-Louis et leurs amis, avec nous 4 invités. Pierre-Jaxel Truer, journaliste au Monde et spécialiste des centristes. Philippe Lenchener, communicant de l'agence McCann France, pour décrypter les messages, parfois assez cryptés justement, des centristes, on verra. Sophie Cadalen, psychanalyste, pour mettre en perspective les dits et les non-dits de Bayrou et ses amis. Et enfin, Denis Musée de l'Institut Médiascopie, pour analyser la manière dont ces messages sont perçus. Des messages qui ont un peu évolué depuis la présidentielle de 2007, notamment du côté de François Bayrou, même s'il continue de défendre bec et ongle son indépendance. Le troisième homme de la présidentielle de 2007 a un peu changé de vocabulaire. Pour vous rafraîchir la mémoire, je vous propose de le réécouter en 2007. Ces deux partis, ils ont tout le pouvoir depuis 25 ans. Il n'y a aujourd'hui qu'une chose à faire, il faut leur enlever le pouvoir. Il faut leur arracher le pouvoir. Il faut les renvoyer pour 5 ans au moins à leurs chères études. Voilà, c'était le maître mot matraqué pendant des mois. Ni droite, ni gauche, ni UMP, ni PS. C'était un peu le discours du rebelle. Et aujourd'hui, eh bien, c'est plutôt celui du rassembleur. Écoutez. Il y aura des rassemblements, je n'ai aucun doute, mais il faut d'abord que se tranche une question qui est très simple. Est-ce que vous êtes dépendant d'une autre force politique? Ou est-ce que vous acceptez l'idée d'une majorité centrale? Alors bon, le contexte n'est pas tout à fait le même, mais enfin, on a quand même noté, en visionnant plein d'extraits, quand même un changement dans le discours. C'est plus ni droite ni gauche, c'est je rassemble. On a l'impression qu'il est plus contre les autres, qu'il se positionne plus contre les autres, mais qu'en fait, il cherche à se placer au centre. Alors Pierre-Jaxel Truer, pourquoi fait-il ça, selon vous? Et puis est-ce que c'est une nouvelle stratégie? L'histoire de François Bayrou depuis 2007 est quand même celle d'une traversée du désert assez difficile, puisqu'il avait 18,5%. Beaucoup les journalistes, voilà. Et ce qui l'énerve d'ailleurs. 18,5% des voix au premier tour, c'est fort, c'est haut, il visait le deuxième tour, il était dans le discours de quelqu'un qui voulait devenir président de la République. Aujourd'hui, il doit effacer un petit peu cette période difficile qu'il a eue. Il a été... Alors effacer, ça veut dire qu'en ne parlant plus la même langue, entre guillemets, en n'ayant plus cette attitude rebelle qu'il avait en 2007, c'est une manière de faire oublier l'épisode 2007, vous pensez? C'est surtout une manière d'essayer de rattraper ce qu'on appelle un défaut d'image qu'il a fini par avoir, c'est-à-dire justement celui du mec de la personne qui n'était que l'opposant, notamment vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Il s'est mis à dos le centre droit assez largement en attaquant frontalement Nicolas Sarkozy à maintes reprises, avec notamment son livre Abus de pouvoir. Et il lui faut un petit peu réparer ça, puisqu'il faut reconstituer un espace politique, et que pour tout simplement avoir des électeurs en nombre, il faut qu'il puisse réagréger à peu près l'électorat qui avait fait sa force en 2007. D'accord, donc c'est une manière effectivement d'essayer de se positionner au centre, mais enfin globalement, cela dit, bon, c'est toujours un peu la même définition, hein. Voilà, l'emballage, le vocabulaire a changé, la réalité de son positionnement pas. Est-ce que c'est une meilleure communication selon vous aujourd'hui? Oui. Oui. Oui, parce que d'abord, il essaye d'être de quelque part. Et moi, je dirais que si on avait un sous-titre, aujourd'hui, on dirait « Retour au centre ». Parce que si vous regardez bien en 2007, et puis après 2007 et jusqu'à maintenant, le mot « centre » est extrêmement absent du débat. Il ne se définit pas comme centriste, il se définit dans le fait d'essayer d'imposer une nouvelle force politique, qui est donc le MoDem, et le fait d'expliquer que face à ça, donc il n'est pas pour quelque chose, mais contre quelque chose. Ce contre quoi, c'est un système politique qui entraîne à la posture,
de droite ou de gauche, et quand on est dans la posture, donc on ne peut pas travailler efficacement. On ne peut pas être dans le consensus, dans le compromis, etc., etc. Donc face à ça, il appelait de ses voeux une majorité centrale. Mais une majorité centrale, le mot centre n'est jamais prononcé. Et donc avec le risque de flotter, d'être de nulle part. Il le dit maintenant, majorité centrale. Alors justement, il le dit toujours, mais il se réinscrit dans une logique qui est celle du centre tout court. Et je crois là qu'il y a un élément d'opportunité, qui est que tout le débat, d'abord cette histoire est lancée par Hervé Morin quand il quitte le gouvernement, ou quand il quitte le gouvernement, le soir même, il explique qu'il faut que le centre pèse et une voix soit représentée. Là-dessus, Borloo essaye de le doubler par la puissance et par le poids des rassemblements et d'être celui qui, lui, va s'imposer au centre. Souvenez-vous, Dominique de Villepin lui-même vient sur ce terrain, et là, brusquement... D'accord, donc tout le monde parle du centre, donc il occupe le terrain. Centre. Et donc, François Bayrou, lui, est ramené presque à son corps défendant dans cette histoire. Bon, il se trouve qu'il va très très bien s'en sortir, puisque aujourd'hui, il a une position assez forte sur ce domaine, mais il y a un discours d'opportunité qu'il a amené brusquement à reprendre possession du centre. D'accord, et à revendiquer ce centre, comme il dit, ce centre donc central. C'est bien d'avoir un peu de chance dans la vie. Oui, un petit mot, Denis Musée. Moi, je ne serais pas aussi optimiste. Je pense qu'en 2007, François Bayrou était le troisième homme et qui venait troubler la marche quasiment assurée, soit de Ségolène Royal, soit de Nicolas Sarkozy vers l'Élysée. Et puis il s'est mis en travers de la route. Voilà, avec son côté il a rebelle. joué ce suspense de troisième homme. Il a réussi à talonner l'un et l'autre. Bon, et donc c'était un vrai truc. Et quand on entend d'ailleurs dans l'émission qu'on a vu qu'il était en meeting, il avait un ton très belliqueux, très battant. Enfin, c'était extraordinaire, quoi. Bon, aujourd'hui, on le sent dans l'interview, on l'a vu à Gien, dans l'université d'été, on le sent beaucoup plus mezzo voce, et il y va très très doucement. Et donc aujourd'hui, François Bayrou, m'a-t-il semblé, à Gien et dans ses interventions, essaie de recoudre patiemment les fils d'un centre défait. Mais c'est comme s'il voulait tisser un pull-over avec 5 cm de 5 cm carrés de laine. On aurait pu dire ça en 2007. C'est mission impossible. Oui, on aurait déjà pu dire ça en 2007. À la différence, c'est qu'effectivement, il y a une demande de radicalité, mais lui ne joue plus cette carte, en fait. Lui ne joue plus cette carte, effectivement, puisque là, il est dans la posture du rassembleur, c'est le mot. Il veut rassembler cette famille du centre dont on ne cesse de dire qu'elle est éclatée. Ça dure depuis très longtemps, ça dure depuis la fin de l'UDF, et même avant. Et donc, François Bayrou a voulu reconquérir cette légitimité, et notamment essayer de manger l'herbe sous le pied de Jean-Louis Borloo sur le centre droit, qui était l'espace revendiqué électoralement par Jean-Louis Borloo. Et donc voilà, donc il fallait qu'il se repositionne comme Alors central. on va voir après les conséquences que ça a eu, on va voir comment il l'a fait dans quelques instants, mais juste avant, on a aussi noté en écoutant attentivement une évolution dans la manière de François Bayrou de parler de sa solitude, puisque vous l'avez dit, ça a été vraiment sa traversée du désert depuis 2007, quelque chose qui a structuré son image. Alors comment parle-t-il de cette solitude? On l'écoute il y a quelques mois dans une émission sur France 2. Quand vos compagnons aussi vous tournent le dos, ça fait mal? Mes compagnons, les vrais, ne m'ont jamais tourné le dos. Donc les autres, c'était des faux. Ma tribu, mon commando ne m'a jamais tourné le dos. Jamais il y a eu une seconde de fissure. Mais il est vrai que les élus, les notables, ceux-là sont partis du côté du pouvoir. C'est qu'ils pensent que le pouvoir, c'est plus important que les idées. Ça fait mal? Pour moi, c'est le contraire. Pas bon, c'est désagréable. Mais c'est pas mal au sens, vous comprenez, c'est pas la maladie d'un enfant, c'est pas la menace de santé sur quelqu'un que vous aimez, c'est pas quelqu'un que vous aimez qui s'en va, pas du tout. Voilà, ça fait mal. En fait, pas tant que ça. C'est pas ce qui fait le plus mal. Et d'ailleurs, il n'est pas vraiment seul, dit-il, puisque sa tribu, ses compagnons, les vrais, ne lui ont pas tourné le dos. Alors ça, c'était le discours, grosso modo, jusqu'à mi-2011. Mais ces derniers temps, on a noté un changement. Écoutez. J'ai toujours su que cet isolement ne durerait pas. J'ai toujours eu la certitude, j'ai écrit des livres pour l'expliquer, que si vous êtes juste dans votre vision, si vous dites la vérité, et si cette vérité se vérifie dans la réalité, alors le jour vient où les gens au fond disent, après tout, il était peut-être pas si mal qu'on avait dit. Voilà, il savait depuis le début que ça ne durerait pas. Alors, Sophie Cadalen, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de cette déclaration et de la manière dont il parlait de sa solitude avant et aujourd'hui, où il est
semble-t-il, on va le voir un peu moins seul. Alors déjà, je voulais revenir sur le « il savait ». Il me semble que c'est très récurrent chez Bayrou. Il sait, toujours. Position comme ça de savoir, de vérité, de sage au-dessus de la mêlée. Bon, sauf qu'à un moment donné, il faut y rentrer dans la mêlée si on veut ambitionner justement des pouvoirs et des fonctions. Et par rapport à cette solitude, oui, il est forcément, il a décollé de cette posture, parce qu'il me semble que c'en était une, drapé dans son isolement. Avec les irréductibles, quoi. Les irréductibles, l'incompris. Mais je le sais, encore une fois, cette notion de vérité qui colle quand même à la peau de Bayrou du Modem, je dirais, la notion de singularité. C'est plus intéressant, je dirais, c'est moins casse-gueule, si vous me permettez l'expression, d'être sur une position singulière. J'avais vu, je savais, je ne suis pas comme, que seul, oui, bah, celui qui est seul, on le regarde de loin, mais on ne le rejoint pas. À un moment donné, ça fait barrage, cette solitude. Oui, avec aussi, effectivement, la manière de se poser un peu un homme providentiel. Hein, voilà, oui. Et j'avais raison, je l'avais toujours dit, Pierre-Jacques Seltruer. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans la méthode du candidat Bayrou. C'est la 3e fois qu'on le voit. Donc, on commence à en oui, 2002, 2007 et 2012. Il y a un côté vraiment un peu incantatoire. C'est-à-dire qu'il sait, François Bayrou, il fait de la politique depuis longtemps, et il sait que c'est celui qui donne envie, qui réussit finalement à créer la dynamique et à agréger. Et là, il est en position de campagne. C'est-à-dire, il arrive, il dit, voilà, le rassemblement se fait autour de moi. Je ne suis plus seul. Je ne suis plus seul, les choses vont beaucoup mieux. Voilà, en essayant de lancer la prophétie autoréalisatrice. Alors, au moment où on se parle aujourd'hui, c'est un moment intéressant parce qu'on est entre deux eaux. C'est-à-dire qu'on peut faire des analyses totalement divergentes. On peut aller dans son sens. Borloo n'est plus dans ses pieds. L'espace s'est libéré. Il fait ce que beaucoup de journalistes considèrent comme une bonne rentrée politique objectivement. C'est-à-dire il est sur les déficits, ses thèmes depuis toujours. Il a réussi son université d'été, un bon discours. Enfin, le ciel s'ouvre, les nuages disparaissent. Mais d'un autre côté, on peut aussi faire une analyse radicalement différente. C'est que 2012 n'est pas 2007. Et les conditions de son succès de 2012, en 2012, ne sont peut-être pas là. Hein. C'était un problème d'espace politique, c'est un problème de moment, c'est un problème de François Hollande. D'accord. Voilà. Donc lui, on est réussit, dans une période mais... où on attend vraiment les prochains sondages avec une certaine impatience parce que François Bayrou est une des énigmes du moment. Alors, on va vous donner la parole, mais juste avant, parce que vous dites qu'il a réussi sa rentrée. C'est vrai qu'il y a eu ce moment, enfin, la rentrée de François Bayrou, elle a commencé mi-septembre à Gien, lors des universités d'été du Modem, et c'est là justement qu'il a mis en scène ce fameux rassemblement, vous allez réagir Philippe Lenschener, ce fameux rassemblement avec des amis qui sont venus le voir, des belles images, des discours aussi parfois contradictoires. Vous allez voir, nous y étions avec Thomas Raguet. Regardez le reportage et on commente juste après. Pour ce rendez-vous très important, je veux vous dire ceci, ces 3 jours de rassemblement ont été pour moi, peut-être le devinerez-vous, une grande émotion. Sont venus d'horizons différents un grand nombre de ceux qui ont été dans la vie politique française ces dernières années, ces dernières décennies même, des piliers et des figures de ce qu'on appelle le centre. Certains s'étaient éloignés, ils avaient fait d'autres choix politiques, et puis ils sont venus nous rejoindre pendant ces 3 jours. Tourne, peut-être on peut dire un petit mot. Alors, message, l'objectif de ce week-end. Il y a 2 messages. Le premier est un message de rassemblement, calme et serein, en prenant le temps de ce rassemblement. La famille politique du centre a été éclatée pendant trop longtemps. Un jour prochain, elle se reconstituera, elle se reconstruira. Maintenant, c'est cette année présidentielle où M. Maignery participe à cette université. Il y a une valeur symbole quand même. Mais parce que, au fond, tout le monde a fait du chemin. Tout le monde, même moi. Peut-être dans la manière de voir les autres sensibilités politiques. Et puis la crise avance et elle nous oblige à passer par-dessus un certain nombre d'agacements ou de sensibilités. Vous êtes la passerelle entre François Bayrou et Nicolas Sarkozy? J'ai toujours dit que je choisirais le moment venu. Simplement, je souhaite que François Bayrou
choisisse sa majorité, c'est ma conviction. Mesdames et messieurs, François Bayrou. Mes chers amis, vous avez le droit de vous asseoir, vous avez bien applaudi, c'est bien. En accueillant Pierre Méniory, c'est pas le... Est-ce que tu es vice-président de l'UMP, quelque chose de cet ordre, que j'accueille? Non, c'est celui qui a été avant moi le président de cette famille. Non, mais je veux avoir 5 minutes. Je te raccompagne, mais il a une cravate, j'en ai pas, tout ça n'est pas normal. Voilà. Oh. C'est bon? Il y a les... Monsieur Méniory, vous êtes mieux ici ou au campus UMP de Marseille? Je suis venu au campus de Marseille et je suis venu ici. Je suis UMP, mais à l'intérieur de l'UMP, je suis centriste. Et j'estime que cette famille au sein de l'UMP devrait être renforcée et que la majorité doit être rééquilibrée. Et quand j'ai lu le livre de François Bayrou, je me suis trouvé en face totalement avec lui. Et j'ai dit, François, tu t'éloignes là du Parti Socialiste. C'est une chose, c'est la seule différence. Alors, nous sommes proches par l'amitié, nous sommes proches par les convictions, mais nous avons divergé un moment sur la stratégie. J'espère que demain nous nous retrouverons sur la stratégie. Voilà. Votre souhait à vous, c'est que M. Bayrou vous rejoigne à l'UMP pour qu'on comprenne bien. Non. Votre souhait à vous. J'ai tout dit. Bonjour. Bonjour, avant que vous partiez pour la chaîne parlementaire. Bonjour. On vous a entendu avec François Bayrou tout à l'heure. On a entendu que c'était un signe d'amitié pour vous d'être là. Mais on a quand même l'impression que vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur la symbolique qu'a donnée à ce geste, au fait que vous soyez là, non à votre présence. Lui dit, bon, il faut reconstruire un pôle au centre, vous l'attirez vers l'UMP, alors vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Il n'a pas choisi François Bayrou. Moi, j'essaye de l'entraîner. Je souhaite un rééquilibrage au sein de la majorité et c'est la raison pour laquelle je l'oriente plutôt vers cette... Mais lui-même, candidat, ne peut pas le dire aujourd'hui. Il le dira demain. Ah, il le dira demain, vous croyez? Donc, en fait, ce qu'il a dit là n'est pas important, en fait. Si, mais il le dira demain. Chiléric Muller, on voulait vous poser quelques questions. On va se mettre où? On va se mettre là-bas ou on monte? C'est joli comme endroit. Ah oui, c'est sympa. Ça doit coûter cher au Modem, ça, non? De louer tous ces bungalows et tout ça. Non, c'est pas cher. C'est l'avantage de cette côte d'Azur, de cette côte méditerranéenne, c'est qu'il y a pas mal d'endroits qui sont sympathiques sans être forcément trop chers. On a vu qu'il y a l'idée de faire venir beaucoup de monde cette fois-ci, etc. Et il y a une image, l'image du jour, c'était l'arrivée de François Bayrou avec Pierre Méniory. Tout à l'heure, vous étiez avec eux d'ailleurs, on vous a vu arriver avec eux, vous étiez avec eux avant. Ils se sont mis d'accord sur un discours, comment ça s'est passé avant? Ah non, c'était extrêmement naturel. Non, ils ont parlé François Bayrou n'aime pas tellement ce genre de choses. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a jamais eu au Modem des éléments de langage. Ça n'existe pas. Ce que dit François Bayrou et ce que dit le Modem, et voilà, ce qu'on dit sur cette présidentielle, c'est qu'on est là pour défendre des valeurs et des piliers de notre République. Et ces piliers... Ça, c'est l'élément de langage. Non. Et ces piliers, tu peux les défendre en étant au centre droit et tu peux les défendre au centre gauche. Et c'est vrai que moi je comprends. Pierre Méniory a son âge. Il a son âge, ça veut dire qu'il a un vécu. Et son vécu, il a toujours vu le centre proche de la droite. Donc il fait partie de ces gens qui comprennent mal que le centre soit tellement indépendant aujourd'hui que de temps en temps il puisse se rapprocher de la gauche et puis de temps en temps il revient sur d'autres valeurs. J'étais en train de dire que tu m'avais demandé s'il y avait des éléments de langage. Si les gens parlent en liberté. Ah oui, on parlait des éléments, non, parce qu'on notait tout à l'heure avec amusement que Pierre Méniory et vous, des moments, vous disiez la même chose, finalement vous vous sépariez puis vous disiez des choses différentes. Enfin, on se demandait si vous étiez calé avant sur des éléments... C'est pour moi un ami. Il a été le président de cette famille politique avant moi, puis il est parti dans l'aventure, pour moi il était fatalement, ne marcherait pas, l'aventure de l'UMP, croyant qu'il allait pouvoir défendre à l'intérieur de l'UMP ce courant-là. Bon, il s'aperçoit que c'est pas vrai. En même temps, il ne veut pas être infidèle
Oui, parce qu'il était à Marseille aussi. Et à ses engagements, c'est C'est normal. très applaudi à Marseille. Mais il a le droit, c'est bien. Là où on fait la claque Simplement, il sait avec certitude que l'avenir n'est pas là. Alors il ne dit pas, mais l'avenir n'est pas là. Parce que, évidemment, si le mot de centre a un sens, c'est qu'on refuse le choc de deux blocs. Autrement, on n'est pas centre. Ça va bien? D'accord. Bon. Bonjour, ça va? Ça va? Là. Par contre, sur la banquette de droite, sinon on est à contre-vent. Sur la banquette de droite, sinon nous sommes à contre-vent. Trop de lumière. Si c'est mieux pour la lumière, on se met là. C'est à contre-jour. Essayez de nous bouger un peu le parasol parce que franchement, c'est pas beau derrière. Là. Non, on va se mettre ailleurs. Allez, on va chercher un endroit plus joli. Mais vous allez vous placer, on va chercher un endroit beaucoup mieux. Il faut être à l'ombre, on va se mettre en bas. Il faut une personne pour rassembler. Est-ce que François Bayrou c'est le meilleur pour rassembler au centre? Rassembler je crois que François Bayrou, prends tes risques. François Bayrou vient de publier un ouvrage, État d'urgence. État d'urgence pour la France. Je crois qu'il y a aussi état d'urgence pour le centre. Et l'état d'urgence, c'est le rassemblement du centre. Derrière François Bayrou. Donc le bon message, c'est le bonhomme. D'abord les idées. D'abord les idées. Je sais bien que dans le débat politique, vous privilégiez bien souvent les hommes. Et si l'on pouvait répondre à l'attente des Français et exprimer d'abord des idées, d'abord un projet, et ensuite de savoir qui va le porter. Et en tout état de cause, ce ne sera pas un homme seul, ce sera forcément une équipe. Je dois ajouter une chose, je dois dire une chose, répondant à mon tour à la question. Si nous n'étions pas en confiance, Jean Arthuis ne serait pas là. Et tous les autres qui viennent ne seraient pas là. Vous imaginez bien que, avant de participer à une rencontre comme celle-là, on ne vient pas uniquement pour échanger des arguments à la tribune. On vient parce qu'on est ensemble. Le premier que je voudrais appeler à la tribune, c'est Pierre Albertini. Pierre Albertini, qui a été député de Seine-Maritime. Alors je suis très très heureux de lui dire mon amitié, mon affection. C'est une des personnalités nombreuses que nous avons vues tout au long de ce week-end et qui sont en train d'organiser, d'être les piliers de ce regroupement qui se dessine à l'horizon. Pierre Albertini, bonjour. Je peux vous poser une petite question? Oui, bien sûr, oui. Oui, une petite question sur votre présence ici, parce qu'on se rappelle qu'il y a 5 ans, vous quittiez, d'ailleurs il l'a pas évoqué d'ailleurs, vous quittiez François Bayrou pour rejoindre Nicolas Sarkozy entre les deux tours de la présidentielle. Non, j'ai pas quitté François Bayrou à ce moment-là, j'ai dit que j'allais voter Nicolas Sarkozy. Oui, donc quand même vous étiez quitté fâché ou pas? On va se mettre plus loin. Ou alors à y finir dehors, on ne sait jamais. Tu ne t'en vas pas, Pierre, tu restes quand même. Oui, mais on va peut-être... Allons nous mettre. Là, regardez, là on est très bien. Et alors oui, vous disiez, c'est marrant là, François Bayrou, dis donc, Pierre Albertini va faire ses interviews à l'extérieur, il est très directif, il organise les choses. Alors, vous dites, bon, on ne s'est pas quitté fâché, etc. Alors, pour les gens qui sont à l'intérieur, ça paraît très simple. Pour les gens qui sont à l'extérieur, ça paraît toujours un petit peu plus compliqué. Parce qu'on a l'impression, enfin, on avait vu François Bayrou quand même assez isolé, avec un petit noyau de fidèles qui l'a suivi pendant ce qu'il appelle sa traversée du désert. Aujourd'hui, on voit des gens comme vous revenir. Vous pensez qu'il a changé d'attitude? Alors, moi, je n'avais jamais eu d'acte d'hostilité, j'avais pris du recul. Oui. Je m'étais dit, voilà, mon expérience politique s'achève, j'ai besoin d'air, je suis retourné à l'université et ça m'a fait beaucoup de bien. Lui-même a aussi forcément un peu changé parce que, d'abord, on apprend toujours d'une certaine manière par l'épreuve. Il l'a vécu aussi, comme il le dit dans son livre, avec des mots un peu pudiques. Mais il dit, j'ai sans doute aussi changé. Alors, il ne dit pas sans doute en quoi, mais ça montre bien que on mûrit tous les uns et les autres. Il dit j'ai changé sans trop dire sur quoi. Vous qui le connaissez bien, qui le voyez là, notamment dans ses universités d'été, en quoi il a changé selon vous, en le voyant là? Alors, je pense qu'il a moins qu'avant
non pas la certitude d'avoir raison, mais la certitude d'avoir raison tout seul. Bon, on va commenter ces moments, effectivement, parfois de cacophonie, et on va essayer de les comprendre. Mais juste un petit mot, Sophie Cadalen, juste avant. Il a moins qu'avant la certitude d'avoir raison tout seul. Alors, que pensez-vous de la manière dont les amis de François Bayrou, dont Pierre Albertini, le dernier qu'on vient d'entendre, parlent de son changement ? Ah, tout ça est extrêmement prudent, c'est un espèce de petit balai qu'on voit. D'ailleurs, je trouve qu'il y a une espèce d'opposition aussi permanente entre les idées qu'ils invoquent tous, d'abord les idées, et en même temps cette charge affective qui coule derrière tout cela. On a des idées, mais on a peut-être pris un peu de recul, mais on est quand même amis, mais oui, bon, voilà, il est toujours convaincu d'avoir raison, mais peut-être pas tout seul. Enfin, tout ça est une espèce de jeu de cache-cache, de langage, et chacun essayant de tirer l'autre vers soi, et en même temps faisant dire à l'autre la chose qu'il n'a pas dit, mais qu'il a entendu, mais que l'autre ne disait pas. Je trouve que tout ça est extrêmement trouble, extrêmement prudent, et pas engagé jamais de part et d'autre. Pas engagé, oui, mais en même temps, quand même, quelqu'un qui dit, cette phrase, il a moins l'impression, il a moins la certitude d'avoir raison tout seul. C'est une phrase forte, quand même. C'est une phrase, je dirais même extrêmement ambiguë, enfin au sens empoisonnant aussi du terme. Oui, il pense toujours avoir raison. Peut-être plus tout seul. Enfin, je trouve qu'il a dans cette phrase... C'est un progrès, mais le progrès, en fait, pointe peut-être le chemin qui reste à parcourir. Voilà, puis c'est un progrès extrêmement prudent. Il a peut-être progressé, le petit gars, mais tant qu'il est convaincu d'avoir raison, la limite est aussi posée là. Oui, parce que quand il dit « il l'a moins », ça veut dire qu'il l'a encore. Oui. Parce qu'on voit bien... il pense qu'il a raison, oui, mais sinon absolument. Il ne serait pas là. Voilà. Et puis on voit bien comment Bayrou convoque des figures du centre qui sont un peu, Méhaignerie, Arthuis, un peu des fantômes quand même, qui ne lui feront pas beaucoup d'ombre. Hein. Qui représente quelque chose. Méhaignerie, c'est le centriste de l'UMP qui a été qui est très mis en avant à l'UMP aujourd'hui, parce que c'est important de montrer qu'il y a des centristes à l'UMP. Oui, qui représente quelque chose pour des gens qui ont plus de 55 ans, je dirais, et qui s'intéressent énormément à la politique, parce que pour le français normal, ce sont d'illustres inconnus. Et donc c'est amusant comment il essaye effectivement de faire valoir des personnalités qu'il prend ici ou là, et puis avec l'inquiétude aussi quand il dit « Pierre, ne t'en va pas ». C'est-à-dire qu'on sent la fragilité de ses alliés. Hein, quand Hélène Risser emmène Pierre Albertini pour l'interview, Pierre ne part pas, parce que sinon il nous manquera une personnalité essentielle dans le poste. Non, moi ce qui me frappe, c'est qu'au fond, le centre est une sorte de zone de non-dit. On n'y dit pas grand-chose, hein, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de marqueur fort par rapport à Sarkozy, par rapport à la gauche, tout cela est éludé. Et en même temps, ce qui est frappant aussi, c'est cette mise en scène du rien, ou de presque rien. Quand il cherche une lumière un peu sympa ou un plan, un arrière-plan qui soit beau, où on puisse se poser pour être filmé, et qu'il reprend ces différents personnages autour de lui. C'est un peu une mise en scène du rien. Il y a un côté assez infime. Mais en même temps, ce qui est frappant avec Bayrou, et on l'avait déjà pointé plusieurs fois en 2007, je me rappelle que plusieurs s'en étaient amusés, c'est qu'il fait lui-même, il aime bien organiser lui-même, quoi. Et alors, du coup, il se fait prendre à chaque fois filmer en train d'organiser la mise en scène, parce qu'il aime bien faire tout lui-même, en fait. Oui, il a un côté patron de PME qui veut absolument tout contrôler. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Juste quand même pour comprendre le moment auquel on a assisté dans le film, le bal des personnes qui sont autour de Bayrou, c'est les personnes de centre droit. C'est-à-dire c'est l'ex-famille de l'UDF. Absolument. C'est le centre historique, celui que Mitterrand raille en une phrase en disant les centristes, c'est ni à gauche ni à gauche. Enfin, voilà, c'est ce centre-là. Et pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, François Bayrou appelle autour de lui des gens qui viennent de cette famille-là, c'est l'ancienne famille de l'UDF? Il y a un jeu politique qui est un jeu politique double. Il y a d'abord qu'il essaie de gommer son virage à gauche, qui avait suivi les européennes et qui était un peu trop marqué au gré de nombreux centristes. Et secondo, il y a une alliance objective à ce moment-là entre Nicolas Sarkozy et François Bayrou. L'un se sert de l'autre et l'autre se sert de l'autre. Enfin, il n'y a pas de deal, mais c'est quelque chose, un intérêt partagé, puisque les deux à ce moment-là veulent se débarrasser de la candidature de Jean-Louis Borloo. Oui, parce qu'à l'époque, effectivement, Jean-Louis Borloo, là, est encore candidat. Plus pour longtemps, mais encore potentiellement candidat. Lorsque Pierre Méhaignerie se déplace à l'université d'été du MoDem, il n'est pas interdit de penser qu'il s'estime autorisé par le président de la République. D'accord, voilà. Donc c'est dans un triple jeu, en fait. D'accord. Pardon, Philippe Lachener, vous voyez réagir quand on parlait des éléments de langage tout à l'heure. Je trouve qu'on peut peut-être faire une première synthèse de tout ce que l'on se dit là. Vous allez faire la synthèse, c'est à la mode. En disant une chose. On a là
comment dire, ce malaise qu'on ressent et toutes ces interrogations, on peut les synthétiser, je crois, par une remarque. Voilà, par une remarque. C'est que vous avez là l'archétype et peut-être la dernière survivance d'un homme politique classique de la Ve République qui a une vision de la présidentielle. La présidentielle, c'est un homme et un peuple qui se rencontrent et nouent une histoire. Et du coup, et fondamentalement, là où c'est touchant, c'est que il ne veut pas rassembler, il veut qu'on adhère à lui. C'est très très différent, c'est monstrueusement différent. En même temps, il assume, et ce qui est assez surprenant, et ce qu'on ne voit pas dans beaucoup de partis, la diversité, parce qu'il veut faire une image. Effectivement, il veut mettre en scène le ralliement ou le rassemblement autour de sa personne, mais il laisse les uns et les autres dire des choses finalement... Il n'a pas vraiment moyen de contrôler. Non, il n'a pas vraiment moyen de contrôler. Moi, je crois qu'il n'y a pas de diversité. Non, il n'y a pas de diversité. Non, Hélène, il n'y a pas de diversité parce que toutes ces expressions ne sont pas de l'intérieur de son camp. Oui, elles sont de l'extérieur. Toutes ces expressions sont limitrophes de gens qui viennent rendre visite. Qui viennent rendre visite. Ce ne sont pas des ralliements aujourd'hui. Regardez les primaires. On a compris qu'ils n'étaient pas d'accord. Les primaires, vous avez des grandes différences de l'intérieur d'un même camp. Là, c'est de l'extérieur. Mais alors, la question que ça pose, quand on voit ça, on se dit, bon, il y a une image, ils sont ensemble, et puis il y a des discours, effectivement, plus ou moins cacophoniques. Est-ce que finalement, ça valait le coup pour l'image de les faire venir, ou est-ce que les discours contradictoires font que c'est contre-productif ? C'est exactement ce qu'on vient de se dire. C'est l'affrontement de deux logiques. Il est dans la logique de l'homme auquel on adhère, et en fait, il pense à De Gaulle et il pense à Mitterrand. Et il pense qu'il est le troisième de cette lignée. Peut-être réussira-t-il, on verra. Je crois qu'il y a un monde qui est en train de basculer. Donc vous pensez en clair que le symbole, l'image, elle n'est pas suffisante, enfin, en termes de communication, puisque vous êtes communicant. Je pense que l'effet est nul. L'effet est nul. Vous l'avez dit tous, effectivement, il y a une donne qui a changé pour François Bayrou, c'est le fait qu'il n'y a plus Bayrou-Borloo. Hein, il est tout seul aujourd'hui. Jean-Louis Borloo a jeté l'éponge. Alors, un renoncement qu'il a annoncé lui-même sur le plateau de TF1 en expliquant, en révélant qu'il avait en fait du mal à rassembler la planète centriste autour de lui. Je vous propose de réécouter un petit extrait de son interview sur TF1. Ce projet est prêt, je m'y suis préparé méthodiquement pendant 9 mois. Et j'ai essayé de réunir aussi autour de cela, car il faut une dynamique, l'ensemble des formations ou des courants sociaux de la majorité, des différentes formations centristes. À cette heure-ci, quelle est la réalité? Je la vois évoluer semaine après semaine. Cette dynamique des centres n'est pas, à mon avis, suffisante pour porter une candidature, non pas de témoignage, non pas sur le projet que je porte, non pas sur cette vision de la société, mais pour être présent au deuxième tour, ou probablement présent au deuxième tour de l'élection présidentielle. Alors, il dit quand même quelque chose d'extraordinaire, hein, puisqu'il dit le projet est prêt, mais la dynamique n'est pas là. Alors c'est ultra compliqué finalement. Qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, pour le savoir, donc Denis Muset, vous avez fait la médiascopie de cette interview. Vous avez donc montré des extraits à un panel de téléspectateurs qui appuient sur un petit bouton. Quand ils adhèrent, la courbe monte. Quand ils n'adhèrent pas, elle baisse. Et on regarde un petit extrait. Cette dynamique des centres n'est pas, à mon avis, suffisante pour porter une candidature, non pas de témoignage, non pas sur le projet que je porte, non pas sur cette vision de la société, mais pour être présent au deuxième tour, ou probablement présent au deuxième tour de l'élection présidentielle. Ouais, puis là, on voit que les téléspectateurs, ils ont pas l'air d'avoir très bien compris non plus Denis Muset, parce qu'ils ne savent plus trop s'ils doivent adhérer ou pas. Oui, mais pour une raison simple. Hein, on voit quand même que les électeurs de la droite classique approuvent, ils sont satisfaits. Ils ont compris qu'ils se retiraient, c'est ça. Et que tous les autres, la gauche, les écologistes, les centristes, sont déçus et donc baissent le curseur du médiascope. Mais pourquoi est-ce que tout ça est dans le coton? C'est très ténu, si vous voulez, en termes de réaction. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas clair. Il ne dit pas « je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle ». Oui, non, c'est Claire Chazal qui le dit. Absolument. Il emploie la double négation. D'abord, il y a un préambule qui dure 2 minutes avant ça, quand même, début de l'interview. Bon. Et donc, il ne le dit pas franchement. Et ce qui est frappant, et c'est pour ça que je parlais de zone de non-dit tout à l'heure, s'agissant du centre, bien, Borloo l'illustre d'une certaine manière. Parce que quand, avant l'été, on lui demandait dans les interviews télé, radio, est-ce que vous serez candidat, il disait quasiment oui. Il disait je fais mon chemin, oui, j'avance, il disait je suis prêt, etc. je suis prêt. Mais aujourd'hui, quand il s'agit de ne pas le dire, il est moins clair encore. Ce qu'il dit, il y a quelque chose de fascinant, Jean-Louis Borloo, c'est qu'on peut passer une journée avec lui et ne jamais l'entendre prononcer ni oui ni non.
Il ne disait c'est pas juste par rapport à la question de sa candidature, c'est toujours l'espèce de... Il y a quelque chose, il y a un balancement. Il est comme ça. Il y a un balancement permanent. Il y a un balancement permanent, Oui, et ce qui rendait d'ailleurs les prévisions sur ira-t-il au bout, n'ira-t-il pas au bout, totalement infaisables. Alors ce qui est incroyable aussi dans la suite de cette interview, et vous avez continué la médiascopie, c'est qu'en plus il donne presque l'impression de regretter de ne pas y aller tout en annonçant qu'il n'y va pas. On écoute. Vous savez, quand je regardais, n'étant même pas candidat, les sondages plutôt aimables, on se rendait compte que c'était des gens de gauche, des gens de droite, des gens un peu partout, des abstentionnistes. Je n'étais pas catalogué clairement comme un candidat ou concurrent direct de celui de l'UMP. C'était un peu autre chose, et c'est cette autre chose qui est imperceptible, qui crée chez moi une responsabilité tout à fait réelle. Je ne veux pas jouer avec ça. J'ai trop de respect pour l'élection présidentielle, j'ai trop de respect pour ce débat-là. Bien sûr que j'aurais aimé porter ce projet. Bien sûr, j'y ai travaillé pendant 8 ou 9 mois, et je suis convaincu qu'avec une méthode, un objectif, tout le monde autour de la table, je suis convaincu que c'est la méthode pour en sortir. Mais je pense que les temps sont suffisamment troublés pour ne pas ajouter de la confusion à la confusion. Voilà, effectivement, pas ajouter de confusion à la confusion, mais c'est incroyable, ce bien sûr, j'aurais aimé, quoi. Oui, c'est exactement le balancement dont on parlait, c'est-à-dire qu'à la fin, on se dit, mais bon Dieu, il va dire qu'il est candidat, parce que bien sûr que j'aurais aimé, on sent une détermination, etc., alors qu'auparavant, quelques secondes avant... On sent un état d'âme. Tout à fait, alors que quelques secondes auparavant, il parle de cette autre chose, il dit, je représente autre chose, quelque chose d'imperceptible. Et voilà, et on est là aussi quelque chose d'imperceptible, d'ailleurs, c'est bizarre, cette phrase. Mais c'est la définition du centre tel que finalement Bayrou, Borloo l'ont défini jusqu'à présent. C'est cette sorte de zone de non-dit. Oui. Moi, je trouve quand même qu'il y a une vraie différence entre François Bayrou et Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo, historiquement, n'est pas un centriste. Pourtant, là, effectivement, dans sa phraséologie, il a quelque chose de très centriste. On ne sait pas trop où il va, il y a un machin. Bon, pourtant, Bayrou, il donne l'impression de savoir où il va. Oui, Bayrou, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'il est historiquement centriste, mais dans son discours, notamment en 2007, c'était quelque chose de très fort. Il avait un candidat limite populiste, parfois. Un candidat anti-système, quelque chose de... Voilà. Et donc, ils ne sont pas tout à fait dans les mêmes corpus. Il y a beaucoup de centristes qui n'ont pas pardonné, d'ailleurs, à François Bayrou ses élans de 2007 en disant ce n'est plus un centriste. Est-ce qu'il regrette, d'ailleurs, parce qu'on a l'impression qu'il regrette pratiquement dans l'extrait, depuis, là, vous l'avez revu, il a refait un petit déplacement. Je me souviens d'une discussion avec une de ses proches qui me disait finalement, je préfère qu'il regrette plutôt qu'il y soit allé contre son gré. Voilà. Mais donc il regrette. Résumé, donc il regrette. Suivant cette citation-là, on peut. Suivant cette citation-là, parce qu'il est lui-même spectateur du propre spectacle qu'il donne. C'est-à-dire qu'il fait partie de la représentation politique, et donc il les voit bien, ces présidentiables, et il voit bien que c'est merveilleux de faire partie de ce club. Et lui, il est à l'extérieur. Et lui, il voit qu'il n'en fait pas partie. Donc, il y a deux choses qui sont vraies. C'est oui, j'aurais bien aimé l'être, et en même temps, je ne peux pas, parce que je n'y pense pas tous les matins. Non, pas parce que je n'y pense pas, parce que je n'ai pas réussi à fédérer les centres, parce que c'était l'énergie parce qu'il voilà. Et alors, Denis Musée, à voir justement les réactions des téléspectateurs, est-ce que vous en pensez, vous? Il s'est tué pour la suite ou pas? Après avoir fait cet étalage de ses hésitations ou de ses doutes, alors ce qui peut être soit de la sincérité, soit finalement de la confusion, on se tue pour la suite ou pas, selon vous? Je crains qu'il ait compromis effectivement beaucoup de choses pour la suite, parce que il lui sera difficile de convaincre la prochaine fois d'une candidature, de la sincérité et de la détermination d'une candidature. Et pas que la candidature, il peut être ministre, il peut, je sais pas, il peut tenter d'être autre chose. Oui, mais c'est la parole de l'homme qui est interrogée, qui est questionnée, donc c'est une question de crédibilité. Alors le problème aussi de cette confusion qu'on vient d'évoquer, et puis du fait que Jean-Louis Borloo s'est peut-être, entre guillemets, tué pour la suite, eh bien c'est que ça a entraîné une cascade de confusion dans son entourage. Parmi ses soutiens, beaucoup ne savent plus où ils en sont. Même quelqu'un qui paraissait extrêmement déterminé comme Ramayad, eh bien fait presque du Jean-Louis Borloo dans le texte. Je vous propose d'en écouter un extrait. Bonjour Ramayad. Bonjour. Cherchez comment vous présenter, membre du Parti Radical, ou alors c'est toujours orpheline de Jean-Louis Borloo, vous avez digéré? Oui, je me suis remise. oui, ça y est, au bout de 8 jours, c'est... Ah oui, parce qu'il faut remonter sur son cheval et puis reprendre le chemin, c'est évident. Ça y est, vous avez compris aussi la raison majeure de son jet d'éponge? Oui, j'ai compris les explications qu'il a données, des raisons manifestement politiques liées à la montée des extrêmes, des populismes, liées à une crise qui nécessite évidemment une sorte d'extrême prudence
Il anticipe aussi sans doute une recomposition de l'échiquier politique à un moment donné et souhaite que le Parti radical et tous ceux qui se reconnaissent dans ses valeurs soient un pôle de stabilité. Voilà, alors Sophie Cadalen, juste, est-ce qu'à votre avis, elle a vraiment compris? Parce qu'elle a l'air, les mouvements de tête montrent qu'elle n'a pas forcément... Moi, je ne comprends pas grand-chose de ce qu'elle aurait soi-disant compris, donc j'en arrive à me dire qu'elle n'a peut-être pas tout à fait compris. Puis surtout, voilà, ça manque d'affirmation, ça manque de positionnement. Enfin, on sent que, certes, elle a le cheval, mais pour galoper vers où? Ouais, Philippe Lenchener, vous en pensez quoi de sa manière de réagir Elle, sa manière de réagir, elle fait ce qu'elle peut. Je crois qu'on ne peut pas dire autre chose que ça. Elle fait ce qu'elle peut, elle rame, comme son prénom l'indique. Mais je crois surtout que si on revient à Jean-Louis Borloo, les Anglais ont toujours ces fameuses phrases courtes intéressantes qui disent « To be a leader, you need followers ». Et donc, demain, s'il veut être un leader, il faudra que des gens le suivent. Et là, le suivre, quand vous avez été lâché en race campagne, ça va être compliqué. Donc c'est un chemin de solitude qui se prépare. Oui, parce que là, vous sentez chez elle un énorme embarras encore. Attendez, mettez-vous à la place des amis de Jean-Louis Borloo au soir de l'annonce sur TF1. Ils n'ont pas été prévenus. Lorsqu'on a pris le ciel sur la tête, je pense qu'il faut... Il faut s'en remettre. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette intervention? Parce que là, on voit effectivement qu'elle veut être déterminée, qu'en même temps, elle ne sait plus très bien où on est, qu'elle essaye de dire que quand même il reste quelque chose, que Jean-Louis Borloo est toujours là. Elle monte sur son cheval, effectivement, mais elle ne va pas très loin. Enfin, on a l'impression qu'elle tourne un peu là autour et qu'elle est finalement, elle devient centriste. Elle s'enfonce dans le triangle des Bermudes. Et elle sert à quoi cette intervention? Est-ce qu'elle a raison de parler? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que les amis de Jean-Louis Borloo, les gens qui soutenaient, ont raison de parler aujourd'hui dans le flou actuel? Après, il faut bien exister politiquement. Il faut qu'ils se retrouvent un espace, qu'ils puissent vivre de manière autonome. C'est aussi ça, la politique. Philippe Lenchener? Non, moi je pense que... Alors là, vraiment, stratégiquement, si j'exerçais mon métier... Voilà, donnez des conseils en communication, là, allez-y. Ils se font oublier, parce qu'en se faisant oublier, leur absence va être incroyablement pesante et présente. Ils vont donc avoir un peu de valeur et ils deviennent des gens qu'il est intéressant en termes de signes de rallier. Parce qu'il y a quelque chose au-delà d'elle, de Payet, de tous les gens qui ont rejoint Borloo, qui va bien au-delà de leur personnalité. C'est ce qu'ils représentaient et la force qui était en train de se construire en termes d'image. Une gauche sociale, grosso modo, voilà. Une droite sociale. C'est ça qu'on était en train de construire. Donc, ces gens-là, par un ralliement et par le fait qu'ils seraient ramenés dans la famille, montreraient que les idées sont prises en compte et que le positionnement existera. Donc, je crois que ce serait intéressant qu'ils puissent être des gens que l'on va chercher, quoi. Et donc, je ne suis pas certain que la prise de parole a plus de valeur que le silence. D'accord, donc une cure de silence, une diète médiatique pour les amis de Jean-Louis Borloo. Vous conseillez un dernier petit mot, Denis Musée? Oui, je pense qu'il faut qu'ils soient mis au réfrigérateur, mais pas au congélateur. Maintenant, c'est tellement difficile, quand ils sont comme ça sous le feu des projecteurs, ils sont devant les micros... Ça n'a que plus de valeur. Oui, mais eux, d'arriver justement à se mettre en retrait, quel effort. C'est par ailleurs ce que Jean-Louis Borloo est en train de faire, lui, puisqu'il n'apparaît plus depuis quelque temps. Bon, une diète médiatique, en tout cas, ils seront peut-être plusieurs à en faire dans les semaines qui viennent. Merci à tous les quatre pour vos décryptages subtils des positions centristes. Merci à Marie Lebon et à Morgane Kanda qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Brigitte Sando qui s'est couchée tard pour la monter. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillés. Là où il a raison, c'est que c'est une Ligue des Champions et qu'il est en Ligue des Champions, lui. Alors le problème, c'est qu'il n'a plus de jouer là, quoi. Mais alors, vraiment plus. Oui, mais il a le niveau. Il a le costume 5e République finaliste de la présidentielle.